reste n'est que reprise, non? Il y a un petit défaut, là. Avez-vous essayé... Ce ne serait pas un peu mieux si... Bonjour à tous et à toutes, et oui, on est en avril, mais pourtant, je fais toujours mes vidéos qui célèbrent les 7 ans de la chaîne depuis fin janvier, hein, oui, parce que évidemment, ça prend beaucoup de temps, puisque j'ai beaucoup de vidéos à faire qui vont couvrir beaucoup de périodes, jusqu'en, à savoir, c'est faire des tops de mes films préférés de chaque année, puisque je ne l'avais pas fait avant, jusqu'en 2010, voire même peut-être encore plus loin après, si on on mais peut-être que je pense avoir fini, que j'aurais fini de faire toute cette vidéo au moins avant les vacances d'été, puisque bon, voilà, c'est quand même un peu marrant de faire une vidéo des 7 heures de la chaîne qui va durer 6 mois. Mais au moins on y est, tout sort, je prends bien le temps d'arriver à tout faire et je suis très content de faire ça et de faire ces tops. Ça permet de réaborder des films qui sont sortis il y a très longtemps, il y a plus de 10 ans, et que je ne les aborderai peut-être pas sur cette chaîne. Et aujourd'hui, donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, ce sera mon top de mes films préférés de 2012. Donc, dans cette vidéo, je vais parler que de films qui sont sortis il y a 11 ans en France. Ça va être très cool, dont la plupart sont en DVD ici, et l'autre partie n'est pas ici, mais dans notre bibliothèque, comme à chaque fois. Donc, voilà, encore une fois, je vais m'embêter un peu en montage à illustrer avec des affiches. Et maintenant, allons-y tout de suite avec le numéro 10. Mais qu'est-ce que... J'ai eu le meilleur déguisement, j'en conviens. Sherlock Holmes, Jeu d'ombre, et on commence bien parce que ce film n'est pas ici, mais il est bien en DVD, il est bien dans notre bibliothèque. Et oui, c'est un film qui, au bout de 11 ans, donc Sherlock Holmes, Jeu d'ombre, qui est la suite de Sherlock Holmes sorti en 2009. Et oui, ça fait bien 11 ans que ce deuxième film est sorti, ça fait bien 11 ans qu'on attend la suite. Hein. Parce que oui, si vous l'avez vu le film, au cas où vous l'aurez un peu oublié, à la fin du film, il y avait Sherlock Holmes... Enfin, à la fin du film, on utilisait clairement une suite, voilà. Pour ceux qui l'ont pas vu, je reste vague. Et ça fait 11 ans qu'on l'attend toujours, parce que Sherlock Holmes était joué par Robert Downey Jr., qui faisait Iron Man pour les films Marvel à ce moment-là, donc il était un peu pris. Et vraiment, pendant toute la décennie 2010, il a que joué Iron Man dans les films Marvel. Peut-être qu'il a fait d'autres choses à côté, je suis pas sûr. Mais ça fait quand même plus de 11 ans qu'on attend quand même cette suite. Et Guy Ritchie, le réalisateur donc des deux premiers Sherlock Holmes, avait dit qu'il était totalement prêt à faire la suite. Hein, je crois bien qu'il avait des idées, qu'il était totalement enclin à la faire. Mais que celui qui pourrait vraiment lancer le projet, c'est Robert Downey Jr. lui-même. Voilà, il a dit que si Robert Downey Jr. lui-même est prêt à le faire et dit qu'il veut le faire, ils le feront, ils feront un Sherlock Holmes 3. Donc, maintenant pour un Sherlock Holmes 3 qui est annoncé depuis des années, mais qui a toujours été repoussé, qui n'a jamais été fait, c'est pas totalement mort. Puisque Guy Ritchie dit qu'il est prêt à le faire, et apparemment s'il veut le faire, c'est qu'il a des idées pour le faire. Mais tout dépend de Robert Downey Jr., il faut attendre son opinion à lui, il faut attendre son avis à lui, pour voir s'il voudra le faire ou pas. Donc le projet de Sherlock Holmes 3, il est un peu mort-vivant, on va dire, parce que il est un peu mort vu que ça fait 11 ans qu'on l'attend, mais en même temps, si Robert Downey Jr. dit oui, le projet est parti, on aura enfin la fin de la trilogie. J'espère que ça se fera un jour. Mais bon, je m'écarte un peu puisque j'arrête pas de parler d'un film qui n'est jamais sorti et qui sortira peut-être jamais, enfin, on espère. Mais parlons directement de ce Sherlock Holmes 2, Sherlock Holmes Jeu d'ombre. Excellent, comme le premier. Pour le coup, le premier, je l'avais pas vu au cinéma, malheureusement, j'ai dû le rattraper à la télé, mais le deuxième, j'avais vu au cinéma et c'est vrai que c'était vraiment un très très bon kiff ce film, hein. C'était vraiment du bon Guy Ritchie, bonne reproduction de l'époque. Excellente mise en scène de Guy Ritchie pour l'action, notamment la super scène au milieu du film dans la forêt. Êtes-vous sûr de vouloir jouer cette partie? Je crains fort que vous ne perdiez.
Sapristi. Si vous ne le connaissez pas, si vous ne l'avez pas vu, je vous laisse voir le film honnêtement parce que c'est en termes de mise en scène, de montage son et tout, de mouvement de caméra, cette séquence elle est vraiment super cool et ouais c'était toujours super cool de suivre ce duo là de Sherlock Holmes interprété, enfin cette version interprétée par Robert Downey Jr. et le Watson interprété par Jude Law. C'est vraiment un bon duo, ils forment un bon Holmes et Watson, ça marche vraiment très bien et j'ai vraiment beaucoup aimé encore une fois dans cette suite les suivre. Et ce serait tellement cool, j'adorerais vraiment, je prie chaque jour qu'on ait un troisième film parce que vu la qualité que j'étais sur Sherlock Holmes Jeu d'ombre et aussi le premier film, s'ils nous font un troisième film, c'est sûr ils vont revenir, c'est sûr il va revenir avec un film de 2h30 avec plein d'idées pour faire plein de trucs et tout, ce serait tellement cool, vu à quel point celui-là j'ai adoré, il était génial, j'attends tellement la suite, mais ouais, Sherlock Holmes Jeu d'ombre c'était vraiment un super kiff. Je me le refais très souvent aussi le 1 et le 2 en espérant, en attendant de tout mon cœur le 3, mais pour l'instant, on va se contenter de ce qu'on a et des deux premiers, et celui-là, Jeu d'ombre, c'est honnêtement, Jeu d'ombre, honnêtement les deux, je les aime à peu près pareil, mais je crois que Jeu d'ombre, j'ai une petite préférence pour Jeu d'ombre, pour le côté un peu plus épique, émotionnel, pour le côté aussi, on sent vraiment les gros enjeux, les lourds enjeux avec le méchant Moriarty. Ben ouais, c'était vraiment un excellent kiff. Et maintenant, le numéro 9. Tu transpires comme un humain. Ensuite, tu pleureras. Pas tout à fait. Et oui, La colère des titans qui à la base était bien plus haut dans ce top parce que c'est un film que là aussi j'ai vu au cinéma, j'avais pas vu le premier, le choc des titans. Mais encore une fois, ce film-là, La colère des titans, cette suite, c'était vraiment un extraordinaire kiff, quoi. Parce que, bon, pour ceux qui ne savent pas, le choc des titans de 2009, je crois, ou 2010, c'est un remake d'un film des années 80, et comme le remake, il a super bien marché, il a fait 500 millions de dollars au box-office mondial, les producteurs, ils se sont dit, hop, on fait une suite, et donc ils ont fait La colère des titans, et il est génial, quoi. Vraiment, je trouve le film génial. Donc, pour le coup, c'est vraiment, ils amènent la mythologie beaucoup plus loin que dans le premier film. Ils essayent de faire leur propre truc, leur propre délire, et j'ai vraiment beaucoup aimé tout ce qu'ils ont fait dans ce film, quoi. Déjà toute la mise en scène pour les combats, notamment dans la scène où t'as la scène géniale où t'as Ares, donc le dieu Ares qui arrive, qui descend des cieux pour aller sur Terre et pour se battre. C'est vraiment toute la scène, comment ils l'ont fait, on dirait du Man of Steel. Mais du coup, du Man of Steel avant l'heure, vu que La colère des titans c'était en 2012. Mais ouais, pareil, j'adore aussi toute la séquence dans le labyrinthe, dans le labyrinthe de Dédale. J'allais dire le Dédale de Dédale, mais Dédale c'est son nom, et donc c'est lui qui a donné son nom après au Dédale qu'on appelle un labyrinthe. Mais dans le film, c'est pas le labyrinthe de Dédale, c'est le labyrinthe de Héphaïstos, dans lequel ils ont mis le Minotaure à un moment. Mais ouais, toute cette scène dans le labyrinthe, je la trouve vraiment géniale. Le décor, il marche vraiment super bien dedans. Ils ont pas fait un labyrinthe classique avec des beaux murs bien lisses, bien frais et tout, avec juste où tu dois trouver ton chemin dans le labyrinthe. Non, là vraiment quand ils entrent dans le labyrinthe, c'est un labyrinthe un peu délabré avec des colonnes grecques et tout, et le labyrinthe il est vraiment fermé, t'as les murs, et le plafond il faut 3-4 mètres de haut, et pour se refiler dans le labyrinthe, des fois faut monter dans des trous, faut passer sous des crevasses ou à l'intérieur de fractures dans les murs et tout. C'était vraiment super bien cette séquence, et tout le passage où t'as tout le labyrinthe qui change, tu vois, parce que le labyrinthe il change dans le film, et t'as vraiment des grosses séquences dans le film où tu vois ce labyrinthe en pierre antique qui bouge par magie, qui est en train de se modifier dans tous les sens. J'ai adoré cette séquence, quoi. Moi vraiment quand j'ai vu ça au cinéma, j'étais comme ça, mais vraiment, quoi, j'avais la bouche ouverte, quoi. J'adore vraiment cette séquence, j'adore la revoir à chaque fois, et honnêtement je pensais à vous montrer des images au montage. Honnêtement, la séquence elle est tellement cool, elle est tellement géniale que quand t'as le labyrinthe qui change et tout, t'as les murs qui avancent, qui reculent, qui se déforment et tout. Je trouve cette séquence tellement géniale que je vais rien vous montrer. Voilà, désolé, même si le film est sorti il y a 11 ans, vous devrez aller le voir
pour voir ce dont je parle, mais ouais, je trouve vraiment cette séquence géniale. Oui, pour le coup, ce film-là, il aurait dû aussi avoir une suite, hein, quand même, mais il a beaucoup moins marché que le premier, et celui-là, il a rapporté que 300 millions de dollars au box-office, donc 200 millions de moins que le premier, donc c'est une grosse chute par rapport au premier, puisque bah, les producteurs, ils attendaient sans doute à faire plus, et peut-être aussi bah, faire une suite après, puisque bah, à la fin quand même, il y a quand même des gros événements qui se passent à la fin, parce qu'à la fin, on nous montre le fils de Persée, donc Hélios, qui commence à devenir un peu un guerrier. T'as aussi tout l'univers avec, bah, à la fin, il y a tous les dieux qui sont morts. Tous les dieux de l'homme qui sont morts, donc tout le monde doit se débrouiller par lui-même. Il n'y a que Persée qui a encore des pouvoirs divins, donc à la fin du film, quand ils ont tué le dernier titan, justement, et qu'ils ils sont débarrassés de tous les dieux, ils ont tué tous les dieux, donc il n'y a plus de dieux et de magie dans le monde de la colère des titans. Bah du coup, je me disais, ça aurait été intéressant justement de voir une suite, quoi, de voir, bah du coup, bah, s'il y a vraiment plus de dieux, enfin sauf Hadès qui restait en vie mais qui n'avait plus du tout ses pouvoirs magiques, quoi, qui devenait un humain mortal, normal. Donc c'était intéressant de voir bah, où est-ce que va l'univers, quoi. Comment se développe cet univers de Grèce antique, mais sans dieu et sans magie, quoi. Où est-ce que ça va aller? Ça aurait été intéressant quand même d'explorer l'univers après, de voir où est-ce que ça va, mais bon, malheureusement, on n'aura jamais la suite. Mais ce film-là, honnêtement, il reste toujours très cool, je l'aime toujours autant, et ça reste toujours un gros kiff à chaque fois que je le vois. Le premier aussi, le Choc des Titans, il est vraiment aussi super cool. Et maintenant, le numéro 8. Madagascar 3, Bon baiser d'Europe, qui est mon préféré de la trilogie Madagascar, mais qui est aussi, soit dit en passant, le meilleur. Ce film, c'était vraiment un super kiff, c'était génial, quoi. J'adore, honnêtement, les films DreamWorks en général. J'adore la trilogie Madagascar, surtout le 2 et le 3. Le premier aussi, justement, pendant un moment, j'avais plus regardé le premier, je m'étais beaucoup concentré sur le 2 et le 3. C'est le 2 et le 3 que j'avais le plus revu, parce que le premier, c'est un film que je connaissais un peu par cœur, parce que j'avais vu beaucoup de fois quand j'étais petit. Mais en l'ayant revu récemment, donc je me suis refait la trilogie l'année dernière, et honnêtement, le premier Madagascar, même si je le connais par cœur, oui, honnêtement, ça reste incroyable, quoi, le premier, quoi. C'est les blagues, l'humour, la mise en scène, tout est vraiment parfait dans le premier Madagascar, tout est parfaitement, tout est mis en place, tout est parfaitement agencé, donc il reste quand même excellent. Mais ce troisième film, il est tellement cool, il est tellement bien, la mise en scène du film est incroyable, notamment pour toutes les séquences d'action, notamment la course-poursuite du début à Monte Carlo, incroyable. Pour la caisse, les petits gars! Vite, faut vraiment qu'on se bouge! Les voilà, girafe droit devant. Je crois qu'on est sûr. Déjà visuellement, tu vois ça, tu te dis non mais what the fuck, quoi, t'as jamais vu des trucs comme ça dans des films normaux, quoi, enfin dans des films en live. C'est ça, j'ai dit des films normaux, des films en live avec des vrais acteurs, quoi. Donc quand tu vois ce genre de scène d'action là, tu pètes un câble, quoi. Mais en plus, la mise en scène rend ça extrêmement bien, quoi. Et justement, je parlais de la femme, mais la méchante de ce film, le capitaine Chantal Dubois, mais... Capitaine Dubois! Qu'est-ce que je suis content de vous voir! Incroyable! C'est vraiment un des meilleurs méchants de DreamWorks. Mais vraiment, je la mettrais dans un top 10, voire même dans un top 5 des meilleurs méchants de DreamWorks, quoi. Elle est vraiment... elle est impitoyable, elle est effrayante, elle est déterminée, elle est super... à droite aussi, justement, mais vraiment quand j'étais plus jeune, vraiment cette femme me faisait peur. C'est vraiment, elle est tellement, elle fait des trucs tellement ouf, tellement dingue dans le film, sérieux, elle est vraiment effrayante, quoi. Et c'est pareil pour tout le film, quoi. Il y a toujours dans le film une très bonne mise en scène, notamment dans la scène d'action, mais dans tout le film, notamment aussi dans les numéros de cirque, surtout dans l'entraînement et dans le numéro de cirque à la fin quand ils sont à Londres. Et aussi dans la scène finale, dans le climax à la fin où ils se battent contre le capitaine dans leur zoo. Tout ça aussi, il y a toujours des très bonnes idées aussi. Et visuellement, bah, ça te montre des trucs que tu n'aurais jamais pu voir en vrai, quoi. Genre simplement les éléphants qui crachent du feu par leur trompe et qui volent suspendus à des fils, quoi. Ça, c'est
Ouais, juste visuellement, tu vois ça, tu fais waouh, jamais tu verras ça en vrai. Le troisième film, c'était vraiment une excellente fin aussi, pour la trilogie, et aussi de très bonne conclusion pour les personnages. Parce que tout le truc justement de ces personnages, c'est que justement ils cherchent leur place, quoi. Dans le premier, ils sont dans un zoo et ils s'enfuient pour essayer de retrouver la vraie vie sauvage. Puis dans le 2, ils retournent en Afrique, donc sur la terre de leurs ancêtres. Donc là, le troisième, ils essayent encore une fois de rentrer chez eux, mais ils trouvent une nouvelle maison dans le cirque. Donc vraiment toute cette trilogie, c'était axé sur les personnages c'était axé sur ces personnages qui veulent trouver leur place, trouver leur vraie famille et essayer de vivre vraiment comme ils veulent, quoi, de trouver leur maison, leur famille. Et cette trilogie se termine sur les personnages qui vont au final vivre avec le cirque au lieu de retourner dans le zoo. Et donc pour moi c'était vraiment de très bonnes thématiques et très bien traité. C'était une excellente fin pour cette trilogie et pour les personnages. On pouvait pas mieux conclure leur arc. On a eu le spin-off avec les pingouins de Madagascar aussi qui était excellent, mais honnêtement restons-en avec le Madagascar 3, ça suffira. Il était vraiment très bien, j'ai surkiffé. Et maintenant le numéro 7. Skyfall, parce que oui, pour celui-là, je les ai tous ici, hein, ils sont tous là derrière. Enfin, j'ai tous ici, j'ai tous les James Bond de Daniel Craig en tout cas. Et ouais, Skyfall, c'était vraiment un super bon kiff, quoi. Je sais qu'il est très aimé, mais moi, je pense que c'est peut-être mon deuxième James Bond préféré, après Mourir peut attendre, quoi. Mourir peut attendre, j'ai vu qu'une seule fois en 2021. Il est dans mon top de fin d'année de 2021, vous pouvez aller le voir si ça vous dit. Mais honnêtement, je pense que j'ai une petite préférence aussi pour le Mourir pour t'attendre, notamment pour toute l'émotion, pour toute l'évolution du personnage de Bond. Mais celui-là aussi, Skyfall, en termes d'action et de mise en scène aussi, ça c'est vrai que c'était un super kiff, quoi. Toutes les scènes d'action, même 11 ans après, me sont restées en tête. C'est la course-poursuite en début, d'abord en voiture, puis sur le train. Toute la scène aussi où il arrive dans l'île abandonnée là, du méchant, ça fait des décors très beaux aussi, incroyables, ça c'est super beau. La course-poursuite dans les souterrains du métro de Londres, c'est génial aussi, j'ai vraiment adoré. J'ai adoré tout ce qu'il y avait dans le film, quoi. Et pour une fois aussi, ce que je retiens aussi dans ce film, c'était les musiques. Parce que oui, il y a toujours les musiques et les chansons de Bond, enfin des James Bond, qui sont toujours très bien, notamment les chansons de début pour le générique. Et là aussi, justement, la chanson d'Adèle pour Skyfall, pour ce film, elle est très bien. Mais je veux dire, les musiques en général dans le film, quoi. Puisque dans ce film-là, en plus des thèmes normaux de James Bond, il y avait aussi d'autres nouveaux thèmes que je trouvais vraiment très très bons, dans de très bonnes musiques qui me sont restées en tête encore aujourd'hui. Donc ouais, ça reste vraiment excellent, ça reste un très bon James Bond, et peut-être un de mes préférés, tout James Bond confondu, quoi. Bon, cela dit, j'ai pas vu tous les James Bond, quoi. J'ai pas vu tous les James Bond de Sean Connery et de Roger Moore, des Timothy Dalton aussi, j'ai pas vu ces James Bond à lui, mais pour l'instant, de tous ceux que j'ai vus, honnêtement, Skyfall, il est vraiment dans un top 5, voire même peut-être dans un top 3, quoi. Avec aussi Mourir peut attendre, et des James Bond de Pierce Brosnan, mais ouais, celui-là, ça reste vraiment peut-être l'apogée de la saga, quoi. C'était vraiment super cool, quoi. C'est pas pour rien si c'est ce James Bond-là qui a le plus rapporté au box-office, hein. Il a fait 1,1 milliard au box-office et 7 millions d'entrées en France, donc c'est vraiment le James Bond qui a le mieux marché au box-office, donc c'est pas pour rien, quoi. Le public, il a vraiment plébiscité ce film parce que c'était vraiment un super kiff. Et maintenant, le numéro 6. Qu'est-ce qu'ils nous veulent? Continue à tirer! Battleship, ouais, vous avez sans doute oublié ce film. C'est un film Hasbro qui veut ressembler à Transformers, sauf que cette fois-ci c'est adapté des jeux de bataille navale, tout simplement, vous savez, où tu joues contre ton adversaire et ils en ont fait un gros film d'action, un petit peu avec le style de Transformers. Le film s'est planté. Voilà, le film a coûté 210 millions de dollars à être produit, il en a rapporté que 315 millions dans le monde, donc c'est vraiment un super échec. Mais honnêtement, ce film, c'est vraiment un de mes coups de cœur en termes de film d'action, quoi. J'adore ce film, j'adore tout dans ce film, quoi.
Vraiment, je revois très souvent parce qu'il est, il est vraiment excellent, mais c'est vrai que il est vraiment excellent, quoi. Mais vraiment, je connais par cœur. Tout est bien dans ce film, je trouve tout de bien. Le film est, en termes de mise en scène et d'effets spéciaux et tout, c'est ultra qualitatif, quoi. C'est la première séquence du film, quand t'as les extraterrestres qui arrivent et qui sont confrontés à tous les trois, et que donc t'as les trois vaisseaux qui se mettent à surgir de l'eau, qui se mettent à détruire tous les trucs et tout, enfin tous les bateaux, c'est en termes d'action, de tension et tout ça parfaitement bien. La mise en scène qui met tout ça parfaitement avec les effets spéciaux, c'est incroyable. Incroyable. Pendant un moment, j'ai pensé à en faire de critiques hors série, et peut-être qu'il faudrait que j'en fasse une critique hors série pour en parler de manière un peu plus poussée, quoi, puisque le film a été un échec malheureusement, et il a été très aussi injustement critiqué. Donc je pense que je vais pas m'attarder dessus, parce que je pense vraiment un jour faire une vidéo beaucoup plus complète dessus, mais... Et il était génial, il était vraiment génial, quoi. Des gros films d'action comme ça, bien faits comme ça, un petit peu à la Michael Bay, c'est vrai, mais honnêtement, aujourd'hui ça manque vraiment, quoi. C'est Michael Bay, même si lui il fait plus beaucoup de films, il a fait Six Underground sur Netflix, il a fait Ambulance l'année dernière qui était cool, mais justement c'est... c'était son seul film après Transformers 5 qui est sorti en 2017, et après il a fait un film pour Netflix, donc même Michael Bay fait plus des gros films comme ça comme il faisait avec Armageddon, Bad Boys et tout, et honnêtement des gros films d'action comme ça avec des effets spéciaux de cette qualité, honnêtement il y en a plus beaucoup aujourd'hui, il y en a un peu moins, et ça, honnêtement ça me manque un petit peu, quoi, surtout de la qualité de ce film là, mais bon. Je pense que je ferai dans l'avenir de grosses critiques hors série sur ce film pour vraiment en parler en profondeur, pour avoir plus d'images aussi, pour parler en profondeur de tout le film et de toutes ses qualités, mais voilà, c'est vraiment un bon film. C'est vraiment un coup de cœur pour moi, un gros kiff. Et maintenant le numéro 5, et ça va être marrant parce que bah... Déployez vos ailes et pas de quartier. C'est parti! Les 5 légendes, hein, et oui c'est cocasse, encore une fois, film DreamWorks, j'adore DreamWorks. Les 5 légendes, c'est top DreamWorks, quoi, mais vraiment c'est... Je ferai sans doute un jour dans un top de mes films préférés de DreamWorks, et j'ai prévu aussi une grosse vidéo sur les films DreamWorks. Mais les 5 légendes, c'est... Encore une fois, ça va être marrant, mais les 5 légendes, c'est vraiment dans le top 5 des meilleurs films DreamWorks, quoi. Vraiment, c'est un de mes films préférés de DreamWorks. Et évidemment, c'est pour ça qu'il a bidé. Ben, parce que le film a rapporté 320 millions de dollars au box-office mondial. Hein. Bon, vous allez dire score honorable, mais pour un film quand même qui en a coûté 150 ou 170 millions de dollars à produire, je crois, 320 millions, c'est très bas, quoi. C'est même un échec, quoi. Et... honnêtement, je comprends pas du tout pourquoi ça a pas marché au niveau du monde entier, parce que bah quand même, tu fais un film un peu à la... C'est vraiment un film, le film Les 5 légendes, c'est vraiment le Avengers des contes de fées, quoi. Mais pas comme Shrek, mais vraiment genre en mode Avenger, quoi. Parce que bah on te réunit le Père Noël, le Lapin de Pâques, le Marchand de Sable, Jack Frost qui est en même temps inconnu et connu du monde des gens, et la Fée des Dents, parce que oui, aux États-Unis en fait, ils ont pas la petite souris, ils ont la Fée des Dents. C'est débile ces Américains. Non, je déconne, mais justement c'est ça qui est marrant, c'est que dans le film à un moment ils montrent la petite souris justement, donc ça c'est sympa quand même, ils sont quand même au courant des différents que c'est pas la même, on a pas mal les mêmes mythes et contes dans les autres pays, donc c'est sympa, à un moment ils font référence à la petite souris, mais quand même tu réunis tous ces personnages là dans un seul film, et en plus le film qui sort pour la fin d'année, pour la fête de Noël, mais normalement tout était fait pour cartonner, quoi. Et oui, au premier abord on penserait qu'un film comme ça avec le Père Noël, Lapin de Pâques, la Fée des Dents, Marchand de Sable, plein d'autres personnages aussi, Jack Frost qui affronte le Croque-Mitaine, voilà, on croirait que c'est un peu un scénario d'un enfant de 5 ans de producteur qui veut faire des gros trucs, qui veut tout détruire et tout pour faire un gros rassemblement, pour faire un gros film fan service. En apparence, c'est ça, mais en fait, pas du tout. Parce que le film il est vraiment excellent, quoi. Le film te ramène tous ces personnages, mais pas juste pour avoir ces personnages, quoi. Le film te raconte vraiment, bah, le film c'est vraiment un conte de fées, quoi, littéralement. Parce que tout le film en fait est axé sur le fait de croire, de croire en l'enfance, de retrouver ses souvenirs d'enfance, de simplement croire, d'avoir d'espoir, être optimiste et de croire tout simplement. Et donc tout le scénario du film est axé là-dessus, c'est ça l'enjeu du film.
mais c'est l'enjeu du film, mais en même temps c'est aussi le thème du film, quoi. Vraiment c'est croire en ses idoles, croire en soi aussi, un petit peu parce que tout le truc de Jack Frost, c'est ça, quoi. C'est un personnage qui dit qu'en 300 ans il était tout seul, personne ne l'a jamais vu, enfin aucun être humain ne l'a jamais vu, si ce n'est les êtres magiques, et justement il est choisi pour devenir un des gardiens qui doit protéger le monde, et il doit justement lui aussi, au début il y croit pas du tout, il sait pas quoi faire, et justement lui aussi il doit arriver à croire en lui, en son potentiel pour devenir un gardien, quoi, parce qu'il a toujours été fait pour ça. Donc tout le film est vraiment axé sur ça, et faire un film sur ça via tous ces personnages connus, c'est ultra bien, quoi. Le film aussi est vraiment génial, quoi. J'en parlerai peut-être aussi un peu plus en profondeur dans ma vidéo sur DreamWorks, mais top DreamWorks, quoi. La musique elle est géniale, la thématique et les émotions sont géniaux aussi, parce que vraiment dans le film aussi ils arrivent à rendre attachants les 5 personnages, donc le marchand de sable, la fée des dents, le Père Noël, tout ça, ils arrivent à les rendre attachants et à vraiment créer de la personnalité autour de ces personnages, alors que c'est des personnages de contes de fées ultra connus, quoi. Pourtant, ils arrivent chacun à leur donner une personnalité propre, à en faire vraiment des personnes et à les rendre attachants, quoi. Ça marche super bien. La mise en scène aussi dans la scène d'action, elle est géniale. La mise en scène, elle est incroyable. La musique aussi, le thème principal des gardiens, il est super cool. Donc voilà, c'est vraiment un super film que je remets très souvent à Noël, c'est vrai, parce que c'est le film parfait pour passer Noël, il est vraiment super cool, c'était un kiff, c'était vraiment génial, quoi, tout était cool. Et maintenant, le numéro 4. Les enfants loups, Ame et Yuki. Les enfants loups, Ame et Yuki, le film de Mamoru Hosoda, puisque Mamoru Hosoda il en sort un tous les 3 ans depuis 2006, et donc cette année, en 2012, était sorti peut-être un de ces films qui est devenu culte maintenant, on peut le dire, hein, Les enfants loups. Ça aussi, ce film, c'est vraiment un conte de fées, quoi. C'est une femme qui rencontre un homme loup, tombe amoureuse de lui et a des enfants hybrides qui donc peuvent à la fois être humains et loups, et tout le film donc est axé sur ça, sur l'évolution, l'apprentissage, l'éducation de ces enfants qui doivent choisir justement entre être humain ou loup, quelle personnalité ils doivent choisir, quelle vie ils veulent vivre. C'est magnifique. L'histoire est magnifique, les personnages est magnifique, la musique est magnifique, l'animation est magnifique, les dessins sont magnifiques, et l'humour aussi, il y a parfois des touches d'humour dans le film, mais ça marche super bien, c'est un vrai bonheur ce film, il est vraiment super cool. Le film aussi est très bien écrit justement, parce que pendant toute la première partie du film, au tout début, on nous montre donc le personnage de Yuki comme étant une fille très espiègle, très aventureuse et qui aime se transformer en loup et aller dans la forêt, et le petit frère Abe comme étant quelqu'un de plus, il est un peu plus peureux, il est un peu plus chétif et tout, et il aime pas trop aller dans la forêt, il aime pas trop s'aventurer. Donc du coup pendant toute la première partie on se dit Yuki elle va aller dans la forêt, elle va vivre en tant que louve puisqu'elle aime ça, et Abe ça va rester un être humain. Et au final, non, au milieu du film, il y a vraiment, je crois vraiment au bout de 40 minutes, 1 heure de film, il y a un gros événement qui se passe, et là, hop, l'évolution pour les deux personnages change complètement, et là on part sur un truc complètement différent, donc là encore une fois, c'est vraiment très cool, et ça fait pas du tout forcer, ça marche vraiment très bien, mais donc voilà, l'écriture marche vraiment super bien, et c'est juste ultra touchant, ultra émouvant, ce film il est vraiment dingue, quoi. C'est vraiment magnifique, quoi. Et d'ailleurs là on est en 2023, donc son dernier film Belle est sorti en 2021, donc normalement son prochain il sortira en 2024, donc l'année prochaine. J'attends ça avec impatience, hein. J'espère retrouver un nouveau film que je vais adorer d'une qualité égalable à celle de Gaspard Lambert et des enfants loups, parce que c'est vrai, Mireille Belle, j'étais un petit peu déçu par rapport à ses autres films, quoi, parce que c'est vrai vraiment, mais là aussi les enfants loups, une merveille, vraiment, je fonds complètement devant ce film, il est vraiment magnifique. Et maintenant on passe au numéro 3, et là ça va être très cool, puisque les 3 films de tête, je les ai tous en DVD ici, hein, c'est très cool, donc attention, suspense, est-ce que ça va être ça, est-ce que ça va être là, vous allez voir ça tout de suite avec le numéro 3.
Si on ne peut pas protéger la Terre, je peux vous assurer qu'on la vengera. Avenger. Et ouais, ce film, il a 11 ans maintenant et... c'est le film qui a tout commencé, quoi. C'est avec lui que tout a commencé. Bon, pas vraiment, puisque l'univers Marvel a commencé avec le premier Iron Man, tout ça, qui est ici, là. Voilà. Mais bon, en vrai, c'est... Les premiers films de la phase 1, c'était les films solo, donc Thor, Captain America, tout ça. Mais en vrai, c'est vraiment avec ce film-là, Avenger, que l'univers Marvel s'est vraiment développé et a vraiment touché le monde entier, quoi. Ça a été un énorme succès, puisqu'il a rapporté 1,5 milliard au box-office mondial, hein, donc c'est... Et donc faut quand même se dire qu'à l'époque, en 2012, ce film, il était dans le 3e du box-office mondial, hein, derrière Titanic et Avatar. Et il y a 11 ans, Avenger, il était 3e du box-office du cinéma mondial de tous les temps. Hein. Et aujourd'hui, 11 ans plus tard, bah, il est toujours dans le top 10. Hein. Et oui, il se maintient toujours, quoi. Ça reste toujours l'un des 10 films qui a le plus rapporté d'argent au box-office mondial. Ouais, c'est quand même fou aussi de voir le succès qu'a eu ce film, alors que tous les films avant Thor, Captain America, tout ça, ils avaient bien marché, mais pas des masses non plus. Mais tous ces personnages-là, justement, tous ces héros, c'était pas les héros les plus connus pour le grand public, quoi, contrairement à Spider-Man, Wonder Woman, Batman, tout ça, les super-héros d'ici. Et pourtant, c'est fou de voir le succès phénoménal, quoi, après tout est possible. Avengers, ça reste toujours pour moi dans les meilleurs films Marvel. Pour moi, il est dans le top 3 Marvel. Hein, quand Avengers Endgame était sorti en 2019, j'avais fait un top 10 de mes 10 films préférés Marvel. Bon, depuis, on a eu des autres films Marvel qui sont sortis, et honnêtement, je pense que le top 10 il changerait un peu, honnêtement, depuis le 2019. Mais Avengers, ça reste toujours dans le top 3, quoi. Ça reste toujours incroyable, quoi. L'histoire pour réussir à ramener tous les héros est parfaitement bien mis en place. La narration est parfaite. La mise en scène, les scènes d'action, l'épique, la musique aussi, parce que c'est avec ce film-là aussi qu'est arrivé c'est dans ce premier film-là qu'on a entendu la musique, le thème principal des Avengers, donc c'est vraiment avec ce film-là qu'est né Marvel, enfin la légende de Marvel et des Avengers, donc c'est vraiment un film incroyable, quoi. Il est vraiment super cool, il n'a pas du tout vieilli, et ouais, ça reste vraiment un extraordinaire kiff d'action et de mise en scène, et d'émotion aussi pour les personnages, c'est vraiment toujours super cool. Et maintenant, passons au numéro 2. Vous aurez quelques histoires à raconter quand vous reviendrez. Le Hobbit, un voyage inattendu, hein, ouais, c'est ultra cool, encore une fois, un extraordinaire kiff de Peter Jackson. C'était, pour moi, c'est très personnel, hein, mais bon, c'est un top 10 personnel. C'était le premier film de l'univers du Seigneur des Anneaux que je voyais au cinéma, puisque la trilogie du Seigneur des Anneaux, je l'ai pas vue au cinéma parce que quand c'est sorti, j'avais 1 an. Donc déjà, tu vas pas au cinéma à 1 an, et puis aussi, vu la violence qu'il y avait dans le Seigneur des Anneaux, tu vas pas voir ça. Donc c'est les Hobbits, c'était les premiers trucs que j'ai vus au cinéma de l'univers du Seigneur des Anneaux. C'est après que j'ai découvert le Seigneur des Anneaux, mais ouais, c'est... Pour moi, ultra sous-côté, encore une fois, je répète un peu ce que j'ai dit dans les autres vidéos, mais je pense que c'est pour ça aussi que beaucoup de gens ont été aussi déçus du Hobbit. C'est parce qu'ils ont vu le Seigneur des Anneaux avant, et donc forcément, quand ils ont vu ça, le Hobbit, ils avaient des attentes, ils étaient déçus. Alors que moi, c'est l'inverse. J'ai découvert le Seigneur des Anneaux avec le Hobbit au cinéma, et après, j'ai vu le Seigneur des Anneaux, donc c'est pour ça que je trouve toujours le Hobbit incroyable, ultra cool. Les effets spéciaux sont incroyables, les décors aussi, la lumière, tout est bien, toujours bien. La mise en scène de Peter Jackson aussi, elle est toujours ultra cool aussi. Et la musique de Howard Shore, je crois, c'est ça, qui a fait aussi le Seigneur des Anneaux. Encore une fois, là aussi, pour le Hobbit, elle est géniale aussi. Le thème, la chanson qu'ils font dans le film et qu'ils reprennent aussi pour dans les bandes annonces, mais la chanson, elle est incroyable. C'est juste cette chanson, c'est un chef-d'œuvre. Ouais, là c'est la version longue du Hobbit que j'ai, hein, et ouais, c'est vrai que la version cinéma est cool, mais c'est vrai que la version longue, elle apporte des petits trucs en plus, hein, pas juste des scènes justement, mais des chansons en plus, ça c'est sympa, mais ouais, c'est vrai qu'elle est cool, mais
honnêtement, il y a tellement peu de différence entre la version longue et la version cinéma qu'il y a quoi, je crois qu'il y a vraiment que 10 minutes en plus dans la version longue avec quelques scènes, quelques passages en plus et la chanson en plus. Mais en vrai, ça change pas énormément, contrairement à la version longue de la bataille des 5 armées. Mais génial, c'était vraiment génial. J'ai surkiffé mon premier visionnage au cinéma. C'est vraiment un gros kiff pour moi. J'adore revoir aussi ces films. Hein. C'est long, 2h30, mais j'allais dire c'est le Seigneur des Anneaux. C'est le Hobbit, quoi. Donc à chaque fois, moi j'en profite. Je passe un excellent moment devant. C'est vraiment ultra cool. Et enfin, le numéro 1, mon film préféré de 2012. The Dark Knight Rises, la fin de la trilogie très connue de Batman de Christopher Nolan, donc de The Dark Knight. 11 ans là aussi après The Batman, hein. C'est bon, 10 ans après The Batman, puisque The Batman est sorti l'année dernière, donc oui, ce film a 11 ans maintenant, ouais, et il est toujours aussi cool, il est toujours aussi génial. Et ce film aussi a un peu pour moi le même problème, c'est son appréciation et la manière dont le film est vu par les critiques, c'est un peu le même problème que le Hobbit, parce que The Dark Knight, si vous savez, avait été un gros choc à sa sortie, et il est régulièrement cité par beaucoup de gens comme étant le meilleur film Batman et l'un des meilleurs films de super-héros de tous les temps. Moi je suis pas trop d'accord. Et quand The Dark Knight Rises était sorti, il a beaucoup déçu la plupart des gens parce qu'il n'était pas au niveau de The Dark Knight. Et encore une fois c'est la même chose parce que moi The Dark Knight, je l'ai pas vu au cinéma. Il est sorti au cinéma en 2008, donc moi j'avais 8 ans. Et encore une fois, à 8 ans, tu vas pas au cinéma pour voir des horreurs pareilles, quoi. Mais un film où il y a autant de violence et de moments très sanglants ou très choquants dans ce film, à 8 ans tu vas pas voir ça. Donc moi c'est seulement en 2012, donc à 12 ans, que j'ai pu voir The Dark Knight Rises, et j'avais vu aucun Batman, aucun Dark Knight de Christopher Nolan avant. Donc c'est pour ça que je le préfère et que c'est mon Batman préféré justement. Mais si The Dark Knight aussi est très cool, je préfère largement celui-là parce que j'avais pas vu The Dark Knight avant, et quand j'ai vu ce film là j'ai été vraiment au cinéma, c'était incroyable, quoi. J'étais vraiment impressionné, c'était ultra cool, tout est génial dans ce film, quoi. Déjà c'est la mise en scène de Christopher Nolan, donc une mise en scène très minimaliste, quoi, qui est pas ultra créatif dans les visuels, quoi, te montrer plein de trucs ultra délirants, mais qui est très créatif dans la mise en scène et dans l'ambiance du film. Et sur ce côté-là, c'est vraiment génial, quoi. Il y a tellement de scènes marquantes dans le film, quoi. La scène du début avec quand Bane s'évade de l'avion, le combat entre entre Batman et Bane, ultra qui est fait sans musique, tu vois, qui est très aussi minimaliste, tu vois, mais qui est marqué par les coups ultra violents de Bane, par les cris de Batman aussi, qui est vraiment très prenant. Et aussi tout le reste, hein, la séquence dans le stade, la fin aussi, le combat de fin à la mairie avec tous les policiers qui arrivent aussi, ça c'était incroyable ce moment. Mais ouais, le film encore une fois, Christopher Nolan il montre tout son talent justement de mise en scène, quoi. Il montre que on peut faire des films assez réalistes et minimalistes, mais tout en étant extrêmement prenant et créatif dans la mise en scène, quoi. Et justement ce film là c'est un excellent exemple de ça, quoi. Nolan justement c'est un excellent exemple de oui, on peut faire des films un peu plus réalistes mais tout en étant très créatif et généreux pour le grand public, et le public qui est au rendez-vous, parce que le film il a fait 1,84 milliard au box-office, hein, et même en France il a fait 4,4 millions d'entrées, donc c'est le film Batman qui a le mieux marché dans le monde et en France. Ouais, une excellente fin de saga, un méchant dantesque aussi, Bane par Tom Hardy, c'est incroyable le méchant. Et aussi, encore une fois, un film de Christopher Nolan, marqué par la musique de Hans Zimmer, qui là aussi, encore une fois, est magistrale, notamment pour toute la musique, justement, où t'as tous les chants, justement, qui vont faire ish, ish, as, comme ça.
qui vont marquer justement beaucoup de tous les passages où il y aura Bane, tous les passages de Révolution, et aussi la scène incroyable, légendaire où Batman justement est au fond du trou. Mais parce qu'il est dans une prison quoi, mais oui, c'est littéralement, il est au fond du trou et il doit s'en sortir, et donc il gravit tout justement tout le puits, toute la prison, The Dark Knight, mais surtout The Dark Knight Rises. Ça restera pour moi mon Batman préféré quoi, un excellent kiff. C'est vraiment un extraordinaire film, c'est aussi un de mes films de super-héros préférés quoi, c'est vraiment, je surkiffe ce film, il est incroyable quoi, et même encore aujourd'hui, j'ai revu cette année, c'était super cool. Et c'est du coup aussi mon film préféré de 2012. Et voilà, cette vidéo de top est à présent terminée. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouvera très prochainement donc pour la suite de mes vidéos de célébration de 7 ans, pour la vidéo sur mon top 10 de mes films préférés de 2011. D'ici là, likez cette vidéo si elle vous a plu, partagez-la sur les réseaux sociaux et abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Salut!